C'est des films qui réussissent à saisir quelque chose en même temps, on va dire de façon réaliste, presque naturaliste, mais sans abandonner un côté poétique donc, ou en tout cas plus envolé, plus lyrique. Comment est-ce qu'on découpe du coup cette... Ah oui, parce que il y a 3 films. C'est le préambule, c'est que donc la trilogie d'Oslo, c'est 3 films, comme tu l'as dit, Amour, Rêve et Désir, qui sont sortis en France. Rêve en premier, je crois, Amour ensuite, et Désir en dernier. Probablement parce que Rêve a été récompensé, j'ai un doute, mais je crois que c'était l'Ours d'Or de cette année de 2025. Les 2 autres films étaient respectivement présents dans d'autres, à la Mostra de 2024 et à un autre ours, peut-être la même sélection, peut-être celle de l'année dernière. Ah ouais. Et donc probablement c'est pour ça qu'ils ont mis Rêve en premier, pour commencer par le film qui avait un petit boost de réputation, on va dire. Mais en réalité, c'était pas l'ordre de production d'origine des 3 films, puisque si vous avez vu les films, vous savez que ça commence par à chaque fois un écran sur lequel s'affichent les 3 titres, toujours dans le même ordre, et ensuite ne reste que celui du film qu'on va voir. Donc en fait c'est plutôt Désir qui serait le premier, ensuite Rêve et Amour pour finir. C'est ça. Après, il y a aussi une continuité logique, si on considère Rêve, Amour, Désir, de l'avancement de la relation amoureuse. C'est Désir amoureux. Parce que dans Rêve, il y a une envie de relation. Dans Amour, il y a le couple qui commence. Et dans Désir, le couple est déjà ancré, installé. 3 films qui ont comme seul authentique point commun le lieu dans lequel ils se déroulent, c'est-à-dire la ville d'Oslo. Il y en a un deuxième qui serait un personnage qui s'appelle Björn, qui est un des rôles importants de Amour et qu'on aperçoit dans Rêve et Désir. Enfin, dans Désir, vraiment, on l'aperçoit. Et voilà, qui est un personnage de psychologue qui est aussi dans Rêve. Mais bon, on va dire que l'intrigue ne gravite pas du tout autour de ce personnage. Et ce sont des intrigues qui sont déconnectées les unes des autres, et la cohérence des films tient donc, au cadre géographique et, on va dire, à leur atmosphère. C'est-à-dire que ce sont 3 films, on va dire, qui sont un peu des explorations, des portraits sentimentaux des personnages. Rêve, c'est l'histoire d'une lycéenne qui s'éprend pour une de ses profs. Tout à fait. Amour, c'est l'histoire principalement de 2 personnages, une médecin et un infirmier. Une oncologue, Les deux, c'est ça. Non, une neurologue peut-être. Une neurologue, oui, t'as raison. Une neurologue. Une neurologue et un infirmier qui vont chacun vivre un peu leur histoire ou d'amour ou leur rencontre plus brève. Et Rêve, Désir, qui en version originale s'appelle Sexe. Donc là, c'est directement, on rigole plus. Finalement, c'est un film dans lequel il n'y a pas de sexe, mais 2 portraits de personnages masculins qui sont 2 ramoneurs, qui d'ailleurs n'ont pas de prénom dans le film. Ce qui va rendre encore plus pratique cette discussion. De toute façon, les autres prénoms, on les a oubliés. Il y a le blond et le brun. Il y a le blond et le brun. Il y a le patron et son employé, techniquement. Où l'un d'eux, donc le patron, raconte qu'il a fait un rêve qui le questionne un peu parce que ça remet en question sa masculinité. Et son employé lui raconte une aventure homosexuelle qu'il a eue, alors que il se considère comme hétérosexuel, marié, etc. Et les films partent de ça. Donc c'est une série un petit peu de trajectoires qui vont pas vraiment se croiser à l'échelle des 3 films, mais qui sont autant de facettes finalement de la vie sentimentale des habitants d'Oslo. Oui, et d'une sorte de vie sentimentale contemporaine, avec des questionnements plutôt frontaux sur ces questions, ou en tout cas un intérêt aussi pour, on va dire, les pas de côté, donc les relations queer, les coups d'un soir, les questionnements vis-à-vis des applications de rencontres, enfin vraiment une sorte de panel. Et c'est assez intéressant de considérer ces 3 films comme un seul objet, dans la mesure où c'est vrai que un seul pris peut-être à l'écart des autres perdrait, je pense, en force. Enfin, c'est vraiment l'objet cumulé qui crée quelque chose de nouveau, de plus horizontal, de plus presque réflexif, un peu ouvert. Et moi, une des premières choses que ça m'a rappelé, c'est un peu El Pampero Ciné. Même si c'est pas un cinéma que je connais très bien, parce que j'ai juste vu Los Delinquentes. Mais il y a en fait aussi cette sorte de modestie, presque de petits films un peu simples, faits, on sent, avec pas beaucoup de budget, avec jamais un travail de lumière très poussé, avec juste quelques comédiens, une caméra, on filme, et on prend un peu le pouls de la modestie du monde contemporain, mais par un prisme quand même un peu poétique, littéraire, notamment Rêve, qui se dispose littéralement dans une sorte d'histoire littéraire. Et ce qui fait que en fait, c'est des films qui réussissent à saisir quelque chose en même temps,
on va dire, de façon réaliste, presque naturaliste, mais sans abandonner un côté poétique, donc, ou en tout cas plus envolé, plus lyrique. Bah c'est ça, un des points communs avec El Pampero Ciné, ce serait, si on prend comme point de référence par exemple Tranquillauken, qui est d'ailleurs le nom de la ville dans laquelle se passe l'action, c'est qu'il y a cette idée de partir d'un ancrage géographique spécifique, mais qui presque d'une certaine manière est, alors pas totalement, mais pourrait presque être n'importe quel autre, en fait finalement, ça pourrait être, c'est Tranquillauken, mais ça pourrait être une autre ville argentine, et à partir de là, de ce quotidien a priori sans part d'extraordinaire, déplier une série de récits qui vont un petit peu se rejoindre, se croiser les uns les autres, une démultiplication un petit peu des personnages, puisque le premier va rencontrer un second qui rencontre un troisième, et donc il y a une galerie de personnages qui va émerger comme ça, et donc il y a cette idée de... D'ailleurs, Tranquillauken était un film sorti aussi en deux parties, enfin exploité en tout cas en deux parties. Il y a cette idée de... partir, on va dire, décoller un petit peu du quotidien en voyant ce qui peut faire récit. Et donc il y a un goût comme ça, on pourrait dire romanesque, c'est-à-dire on prend quelqu'un un peu dans la foule et on voit finalement quelles aventures il va pouvoir traverser, quoi. Tout à fait. Mais là, ici, il y a quand même quelque chose de plus, tu le disais bien, je pense, Loïc, de vraiment rattaché à la réalité. El Pampero Ciné, c'est souvent quand même une sorte de... plus ramifié, oui, voilà, ça partait un peu plus loin. C'est des expéditions un peu comme ça, fictionnelles, y compris dans le cinéma de genre, enfin, des incursions qui tendent un peu au cinéma de genre. Ici, c'est bien plus une seule tonalité qui serait celle du sentiment amoureux ou je sais pas, même l'affection, l'amitié, etc., les questionnements dont tu parlais sur la sexualité, le genre, qu'est-ce qui fait de moi un homme hétérosexuel, en tout cas qui se représente comme tel. C'est ces sujets-là que les trois films abordent, et avec effectivement une très grande délicatesse dans la touche, à la fois le portrait de quelques personnages. C'est souvent des films qui ont une structure relativement chorale, alors peut-être plus les amour et désir, un tout petit peu moins rêve, un tout petit peu moins rêve, même si progressivement le film, je trouve, s'ouvre et à titre personnel gagne à s'ouvrir, notamment au personnage de la mère et de la grand-mère qui en fait nous font retrouver un peu cette diversité d'histoires et de points de vue même sur voilà, la vie, etc., que les films racontent. Moi, ce que j'ai le plus aimé, je pense, dans ces trois films, c'est d'abord, il faut quand même dire que il faut saluer l'opération tout simplement de distribution de ces films, parce que absolument. C'est une révélation, je pense, pour l'essentiel des cinéphiles français. Enfin, on n'avait jamais entendu parler de ce cinéaste. Ces films nous arrivent en un seul bloc, c'est, je pense, une très bonne manière de nous faire découvrir, en été en plus, un par semaine. Il y a quelque chose d'agréable à les découvrir comme ça, ou on peut les voir aussi très très vite les uns après les autres, mais c'est un cinéaste qu'on voit d'un seul coup arriver, qui a un style très personnel, très identifiable aussi. On retrouve très vite d'un film à l'autre une manière de composer les plans, d'écrire les histoires. Il y a tout de suite une très grande tendresse pour tous ces personnages. Et donc, je sais pas qui a distribué ces films, Pyramide peut-être, je me souviens plus. Je crois. Ouais. C'est un super travail. Je trouve que c'est à dire et à mettre en avant. Pour l'ordre, ou c'est scandaleux. Oui, pour l'ordre, c'est peut-être plus discutable, mais à vrai dire, je trouve que ça a très peu d'importance de savoir dans quel... Moi, j'ai vu, pas dans l'ordre de la distribution imposée, et puis ça allait très bien quand même. Mais éventuellement pas tout de suite, mais moi, j'aborderais bien le sujet à un moment de quand même de la différence entre les films. Je pense que c'est pas une trilogie quand même qui est aussi uniforme qu'il n'y paraît. Mais c'est là que, je pense, prend tout l'intérêt de cette trilogie, c'est que si ça avait été formellement identique, on aurait peut-être pu plus s'ennuyer. Par rapport à la question donc d'enlever l'ampleur et le dramatique des comédies romantiques classiques pour aller dans le minimalisme, j'aimerais dire oui et non, au sens où les films se débarrassent très fortement un peu des codes ou des passages obligés d'un genre qui serait la comédie romantique. D'ailleurs, c'est un peu délicat de les rattacher spécifiquement à ce genre-là. C'est plus une espèce de... une série pas de drame psychologique presque, mais on va dire d'exploration. Oui. En revanche, je pense pas que ce soit des films... ils sont minimalistes au sens où la mise en scène effectivement est très modeste, se compose de plans assez simples, souvent sur des dialogues. Hein. C'est des films qui sont essentiellement portés par des dialogues, pas que, mais... de tirer, on va dire, de cette matière qui est vraiment à ras de terre, très modeste, une certaine ampleur finalement, dans un peu le panel des sentiments et
la complexité, le côté entremêlé en fait des sentiments qui vont se rencontrer. Ouais. Bah c'est ça, c'est presque plus une forme minimaliste, ou en tout cas du rétrécissement, pour qu'ensuite les dialogues puissent vraiment prendre la place et eux être beaucoup plus présents. Donc minimalisme de mise en scène, mais pas de forme. Ça me fait un peu penser à du Romer un peu réactualisé, quoi. L'idée que c'est des films sur les sentiments qui sont quand même en grande partie basés sur des dialogues. Et je pense que sur ce point-là, c'est là qu'on observe une très grande différence entre Rêve, qui à mon avis est le film à part des trois, et les deux autres. Parce que c'est moins un film de dialogue, je pense, qu'un film littéralement monologique, enfin de monologue, en tout cas dans sa première partie. Et c'est ça qui c'est très beau, c'est de voir des gens aujourd'hui, 21e siècle, en Norvège, mais moment quelqu'un disait, dans la blague, est-ce que les Norvégiens sont un peu comme nous ou pas, est-ce qu'ils sont différents, c'est de voir des gens qui se parlent et qui prennent du temps pour raconter ce qui se passe dans leur vie, dans leurs sentiments. Enfin, Amour, le premier que j'ai vu, c'est donc deux collègues de travail en fait qui se retrouvent par hasard à un moment donné sur un ferry qui les emmène d'un coin à l'autre de la ville, puisqu'on n'a pas trop dit, mais les films sont aussi des portraits de Oslo, de ses quartiers, de ses différents endroits, etc. Et ils se retrouvent sur ce ferry et ils savent pas, ils vont tous les deux à des soirées où l'un rentre chez lui et l'autre va à une soirée. Et puis cette occasion en fait va donner lieu à une intensification de leur rapport au-delà du professionnel. Et puis chacun va parler un peu de sa vie sentimentale et cette, cette capacité d'écoute qu'ont tous les personnages, espèce de gentillesse. Il y a très peu de personnages désagréables ou où ils le sont momentanément, etc. Et c'est pas un film qui fonctionne au coup de force, parce que tu parlais de naturalisme, c'est vrai, mais quand on pense à naturalisme, je pense très vite à Piala par exemple, qui est un cinéaste vraiment de la crise. Là c'est beaucoup plus doux, il peut y avoir des crises chez chacun des personnages, mais plus atténuées, plus un peu cotonneuse, je sais pas comment dire. Sur cette question des dialogues et par rapport à Romer, c'est vrai qu'il y a quand même un gros point commun qui est cette idée de parler de choses qui ne sont pas en train d'arriver, ou en tout cas presque de se saisir de la scène de dialogue pour explorer un autre endroit qu'on n'est pas en train de filmer et créer deux sortes de trajets simultanés par exemple, je pense à Ma nuit chez Maud, parler de questions religieuses, de philosophie, etc., dans une mécanique un peu de séduction. Mais il y a quand même une grosse différence, en tout cas de ce que j'ai vu de Romer, qui est que là, c'est pas les situations amoureuses, ou en tout cas très rarement, qui sont développées dans ces séquences. C'est les personnes qui parlent de ces rapports à d'autres gens. Typiquement, dans Rêve, on a très peu de scènes où c'est la prof et l'élève. La majorité, c'est le texte, ou si c'est des scènes de dialogue, ça va être la mère, la grand-mère, etc., qui vont parler de cette question. Dans Amour, de la même façon, c'est plutôt des scènes de dialogue de personnes qui racontent ou qui sont un peu extérieures. Et dans Désir, c'est un peu paradigmatique de ça. Tous les événements ont eu lieu en dehors du film. Ouais, exactement. Non, ce que j'allais ajouter à ce que disait Mathieu, c'est que, à mon avis, la structure chorale des films, elle s'explique aussi par cette empathie de la part du cinéaste. C'est-à-dire que quand quelqu'un entre dans le film, finalement, il va être obligé de lui donner aussi une place. Je pense ça, c'est vraiment très beau dans Amour, avec donc l'urologue rencontre un géologue. Ils sont tous en hog, mais c'est parce qu'ils sont norvégiens. Et donc, elle rencontre un géologue. Et voilà, une histoire se noue un peu entre eux. Et ce géologue habite juste à côté de chez son ex-femme avec qui ils ont une fille. Et typiquement, le personnage de... c'est ça. Typiquement, le personnage de l'ex-femme, ce serait l'obstacle, a priori, à la relation entre cette femme et l'ex-mari. Et en fait, pas du tout, puisque le film va en fait prendre le temps et prendre à revers cette attente, en développant vraiment ce personnage d'ex-femme comme un personnage à part entière, et avec cette idée qui est presque un peu un fait de scénario, mais que vu que j'ai plus les prénoms, tout devient confus, mais la nouvelle femme et l'ex-femme de cet homme se rencontrent sans lui et discutent entre elles, quoi. Et donc il y a en fait le film construit des sortes d'axes, enfin de duos qui sont tangents à ceux de la relation amoureuse stricto sensu, qui fait que aucun personnage n'est périphérique strictement parlé, quoi. Ils sont tous inclus dans une espèce de système un peu de grille qui va unir tous les personnages, quoi. Est-ce qu'on fait une sorte de brève rentrée dans chacun des films pour un peu... Fonce. Donc, commençons par Rêve.
Et oui. qui est le premier film qui a été distribué en France. Peut-être qu'on peut profiter surtout de ça pour parler un peu formellement de chaque film, parce qu'en effet, le chat a commenté là-dessus sur le fait qu'il y a aussi une question symbolique qui soit transmise à chaque fois. Donc, Rêve se compose d'une sorte de, on va dire, il repose sur 2 pieds. L'un serait la narration littéraire, poétique de la jeune fille, au travers d'un texte qu'elle a écrit et que le réalisateur nous permet aussi un peu d'expérimenter par sa façon de réaliser, de mettre en scène, de rajouter par touche de musique, par jeu de cadrage, une sorte d'élégance presque poétique. Et sur le 2e pied, des scènes beaucoup plus naturalistes, presque onxiennes, de 2 personnes qui parlent, plan fixe, 15 minutes de dialogue et that's it, quoi. Et donc, en alternant sur ces 2 pas, on a... presque la sensation en même temps de l'histoire d'amour, de la sensation interne psychologique des personnages, et de l'autre côté, par les scènes minimalistes de à quoi ça ressemble dans la vraie vie presque, en fait, ce déploiement et cette rencontre entre les parents de la fille amoureuse et les événements qu'ils découvrent comme nous dans le film. Et en effet, symboliquement, il y a 2 choses, on va dire, dans le film, c'est la forêt, qui est un espace un petit peu unique. Enfin, c'est le seul des 3 films dans lequel il y a un espace hors urbain clairement défini, et des escaliers qui vont monter comme ça, dont la grand-mère dit d'ailleurs que en haut l'attendrait sûrement Dieu, qui a un beau blond... un Suédois, je crois. Beau jeune Suédois, c'est possible. C'est marrant parce que même les Norvégiens ou les Norvégiennes fantasment sur les Suédois, c'est que nous. Ils ont juste à regarder au-dessus de la frontière. C'est la même chose. Et raison. Et la particularité de ce film-là, on va dire, dans son fonctionnement narratif, c'est la voix off, qui est exclusive à ce film-ci, si je ne me trompe pas. On pourrait dire que... Enfin, c'est vraiment une particularité, les autres ont un peu moins une particularité stricte, mais on pourrait dire que Amour est un film qui est chapitré de manière un peu différente, puisqu'il est rythmé par l'apparition des jours, un peu comme si on suivait un journal intime, quoi. Et Désir serait un peu plus dépouillé, radical, et c'est d'ailleurs le seul en format plus Scope. horizontal, quoi, scope. Mais donc effectivement dans Rêve ça va être la voix off qui va typiquement je pense incarner ce rôle de élever un petit peu la matière du quotidien à une espèce de dimension romanesque, lyrique, puisque l'idée c'est que on est en permanence pris dans le regard de cette jeune femme sur l'histoire d'amour qu'elle s'invente. Enfin, dans quelle mesure elle qu'elle a ressenti en tout cas, quoi. Et donc ce que je trouve très très beau, c'est la façon dont effectivement le film ne déroge jamais strictement à un impératif réaliste, mais on sent que dans la façon dont la lumière est particulièrement ouatée dans certaines séquences, etc., on sent qu'on flirte toujours avec la réalité revisitée par le prisme du rêve et du désir de cette prisme cinéma, bien sûr. Et c'est d'ailleurs à mon avis une des choses qui est assez passionnante dans le film, et on parlait de la modestie formelle entre guillemets des 3 films, et c'est tout à fait juste, mais ce que je trouve assez beau, c'est la façon dont ça n'empêche jamais une complexité d'advenir. Et là typiquement autour de cette voix off, il y a quelque chose d'un petit peu indécidable, parce que donc la jeune fille, on le sait, a écrit sous une forme littéraire, ce qui deviendra un livre, mais c'est un peu une sorte de mi-journal intime. Oui, au départ, pour elle-même, elle le dit d'ailleurs plusieurs fois. Ça. Elle a écrit son histoire, donc on peut supposer que c'est ça qu'on entend en voix off, mais finalement, c'est pas tout à fait le cas, puisqu'on entend aussi en voix off qu'elle parle du fait qu'elle a écrit cette chose, donc on serait dans une sorte de monologue intérieur, et en fait, on sait jamais tout à fait, ce qui fait que cette voix off reste éminemment subjective, et que donc il y a toujours une espèce de petit hiatus entre ce qu'on écoute et ce qu'on voit. Et typiquement, alors que le film est comme ça, a priori très limpide, pas du tout, sophistiqué formellement, en fait, on ne sait jamais exactement la nature de ce qui s'est joué entre elle et cette professeure, dont on suppose, nous, a priori, que tout est dans la tête de l'étudiante, mais finalement, la voix off peut-être nous donne une information contraire, et dans quelle mesure on croit cette voix off, etc. Et donc, il y a cette idée que je trouve assez jolie de dire que, certes, le film est très logorique, parce qu'il y a beaucoup de voix off un peu tout le temps, mais en fait, cette voix off, elle est toujours un peu multiple, un peu complexe, quoi. C'est vrai. Moi, c'est le film des 3 qui m'a le moins plu, même si à plein d'endroits j'ai trouvé très très beau. Mais c'est un peu pour cette raison-là. Mais moi, j'ai moins senti en fait cette dimension d'écart entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et souvent, je trouvais que, notamment dans peut-être sa première demi-heure, il y avait quelque chose d'un peu illustratif. Enfin, je m'ennuyais un petit peu, quoi. Mais peut-être c'est aussi l'ordre de découverte des films.
Et je trouvais que ce qui était beau justement dans les deux autres, et dans celui-ci aussi par moment également, c'est justement de ne pas superposer le regard des personnages avec celle le point de vue de la caméra, quoi. On a plus souvent des points de vue tiers par rapport à ce qui se joue. Il y a deux personnages qui parlent entre eux, et nous on est là, on écoute, mais d'une oreille, enfin voilà, on n'est pas au cœur de la conversation. Ici je me suis plus senti un peu prisonnier de sa version à elle, ses images, et j'avoue que tout simplement j'ai pas été, mais je pense que c'est une question de sensibilité, j'ai moins été ému par ce qu'elle vivait. Les plans, on voit premier plan où elle est en classe, on dirait qu'elle tombe amoureuse instantanément, enfin elle a déjà le sourire. Bon, je trouvais que ça manquait un tout petit peu de subtilité. En tout cas moi je l'ai moins vécu de façon intense, même s'il y a des moments prodigieux et qui sont parmi, je trouve, les plus émouvants de toute la trilogie, notamment les scènes quand elle va chez elle. Il y a une très belle lumière, un peu comme ça, rouge, orangée, et il y a une scène où, je crois, il met de la musique. D'ailleurs, il y a beaucoup de musique dans le film. C'est étonnant parce que on en parle comme d'un cinéma minimaliste, on a cité Hong Sang-soo, mais la musique, et parfois c'est du rock, enfin c'est très très beau, très ample, quelque chose d'un romantisme un peu échevelé avec la musique. Et ces scènes-là, il y en a une première fois, je crois qu'elle, je sais plus ce qu'elle fait à ce moment-là, elle vient de toute façon pour apprendre à tricoter, et puis plus tard, tout simplement, il y a un moment, sa prof prépare du thé, et elle met une espèce de produit dans le thé qui se déplie comme ça, et la caméra reste sur la chose qui grandit dans la tasse. On a l'impression que c'est sexuel, qu'il y a quelque chose de tout à fait, érotique dans ce geste, et voilà. Ces moments-là m'ont beaucoup touché, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un film où on sent, je sens que c'est un peu le troisième de la trilogie, et j'ai l'impression qu'il a envie d'ouvrir son cinéma à d'autres choses. Donc, un point de vue peut-être plus subjectif, et notamment des lieux, vous en parliez. C'est un film qui se passe pas du tout qu'à Oslo, qui se passe sur une période de temps visiblement beaucoup plus vaste que les autres. Je pense que Amour, c'est peut-être un petit mois, et Désir, c'est quelques jours. Là, c'est presque des années, si on inclut la fin, ou en tout cas des mois, et tout, ça prend du temps. Et ça se passe pas seulement à Oslo, voilà, il y a quelque chose, je trouve, qui jure, mais c'est pas forcément négatif, mais qui est différent en tout cas. En revanche, il me semble que c'est l'opus central a priori du. Ah, mais oui, t'as raison. Mais oui, c'est vrai, c'est pas le dernier. Peut-être une dernière chose sur ce film-là, et qui fait un peu transition aussi, et qui rejoint la question dans le chat sur les directions, etc. Moi, je pense que les moments que je préfère dans le film sont les scènes qui utilise le plus directement, on va dire, le territoire de la ville, et il y a des descriptions dans ce film-là qui sont faites, parce qu'en gros, elle doit traverser une partie de la ville pour aller de chez elle jusqu'à chez la professeure dont elle est amoureuse, et donc elle décrit ces petites expéditions qui sont en fait, très quotidiennes, minimes, mais on a l'impression que c'est tout un monde un peu qui se déplie sous nos yeux. Elle explique, on passe d'un quartier avec les gens sont plutôt comme ci comme ça, à un autre quartier où les gens sont totalement différents. On a l'impression que la géographie des lieux bascule complètement, et ça rentre aussi à mon avis dans ce que disait le chat sur la présence des escaliers, des choses comme ça. C'est que je trouve ça beau, mais ça va avec ce côté plus subjectif aussi, c'est que on a l'impression qu'il réussit, sans dénaturer le décor existant, à prélever dedans ce qui accompagne en fait l'élan du personnage, quoi. Et donc quand elle va de chez elle à chez la personne qu'elle aime, finalement on a l'impression que le monde s'ouvre vraiment devant elle, un peu comme cette fleur dans le thé là, que c'est un peu le champ des possibles qui grandit comme ça, les bâtiments deviennent immenses, et j'aime beaucoup cette idée un peu de cet aller-retour finalement, de dire que elle projette, et en fait la ville aussi, par son architecture, lui accompagne sa projection à elle. Oui, quoi. Ouais, tout à fait. Ce que l'on retrouve dans les gestes du tricot. Mais sur les escaliers, il y a vraiment beaucoup de très très beaux plans dans ce film. Et là, je repense en fait en t'écoutant Clément, mais un plan plutôt au début du film qui a lieu au lycée. Elle, je pense, donc le personnage principal descend les escaliers ou les monte, je sais plus, et la prof les descend. Et c'est très très beau parce que c'est cadré d'une façon à ce qu'on voit la fille premier étage, je sais pas, l'autre au deuxième. Ensuite, elles disparaissent toutes les deux parce que les escaliers sont faits de telle sorte que... Et puis ensuite, on les voit dans l'autre sens, donc on a compris qu'elles se sont croisées. Mais c'est un peu leur vie, en fait. C'est deux femmes qui... Parce qu'on sent que même chez la prof, il y a quand même quelque chose qui se passe. Enfin, c'est pas tout à fait totalement inventé. Même elle le reconnaît. Elle le reconnaît, voilà.
Et on sent qu'elles se sont croisées, elles ne pouvaient pas être ensemble, enfin ça ne pouvait pas marcher, mais il y a eu un temps de friction et qui se concentre dans ces scènes chez elles, dans cet appartement magnifique, où jusqu'à leur séparation non exprimée, mais qui est une scène vraiment sublime, très très belle aussi, où la jeune fille est placardée d'un côté du cadre, impossible pour elle de bouger, presque pétrifiée sur place, tellement ce qui se passe est violent et qu'elle n'a pas les mots pour le dire. C'est cette scène-là avec l'ami qu'elle retrouvera ensuite à la fin est très très belle, de violence pour ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Ensuite, Amour. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Amour ? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est sur un ferry qui rejoint Oslo Centre et je pense une sorte de soit une petite ville à côté, soit un quartier. Cette navette littéralement sert elle aussi de navette pour les personnages, de navette amoureuse où ils vont commencer à cruising même. Oui, pour le personnage le dit lui-même. Thor. Et sur celle-là, on a beaucoup plus une vision horizontale, où on a beaucoup de plans aussi depuis le bateau sur l'eau, de jour ou de nuit, un peu comme cet espace sur lequel on flotte, on ne sait pas vraiment sur quel pas danser, on ne sait pas où se retrouver. Les deux personnages cherchent un petit peu et se servent de ce bateau comme lieu de rencontre. Chacun va rencontrer une personne par un système d'application de rencontre où tu vois les gens proches de toi, et donc ils vont se voir sur le bateau, commencer à discuter, potentiellement commencer une relation. Et je pense que moi, celui-ci des trois, c'est celui qui m'a le plus ému, le plus touché, dans la simplicité en fait presque de ce qui se déploie. La mise en scène, je pense que c'est le film où elle est la plus sobre. Et pourtant, cette forme de caresse permanente sur l'eau et cette simplicité pour filmer les mini-développements émotionnels et relationnels des personnages, notamment celle des deux hommes, qui est hyper touchante et qui arrive à saisir une grande douceur. C'est ça, je pense que c'est aussi le film des trois le plus doux dans ce qu'il représente. Et justement, c'est accepter aussi comment est-ce que c'est pas toujours facile de tomber amoureux, c'est pas toujours facile de savoir exactement comment on se sent, et pourtant les personnages s'accompagnent les uns les autres, presque se prennent la main pour essayer de comprendre ce qui va se passer, et cette idée aussi du cancer de la prostate, qui ouvre le film et qui va être le domaine de prédilection, on va dire, des deux personnages principaux, de l'urologue et de l'infirmier, sert aussi de cet endroit de la fragilité, de la conception de son propre corps. Comme le dit l'homme quand on est homosexuel, au-delà de la perte de l'érection, c'est aussi la perte du plaisir anal. Et donc, c'est un peu ce qui va structurer, on va dire, les relations, la façon dont un couple pourrait théoriquement fonctionner. Et à partir de là, sans cette prostate, comment est-ce qu'on développe une relation ? C'est-à-dire, en dehors du sexe, qu'est-ce qui reste ? L'amour. C'est oui pour moi. Tu veux... Non, mais je trouve que c'est aussi le plus beau des trois, en tout cas celui qui m'a le plus touché. Et pour tout ce que tu as dit, ce qui me semble vraiment très très beau, mais que Désir fait aussi, je pense, peut-être moins Rêve, mais c'est ce moment où les images s'extraient des histoires des personnages pour juste filmer la ville. Il y a des moments où on est sur le fleuve et la caméra balaye, je sais pas, pendant 35 secondes, 1 minute, je sais pas, un arc-en-ciel ou les lumières de la ville le soir, la nuit. C'est vraiment, et il y a de la musique là-dessus. Il y a quelque chose je trouve d'une grâce, d'une maîtrise totale dans ce film. Chaque scène est à la durée juste, à le bon tempo. C'est vraiment vraiment très beau, toutes les répliques. Ces moments où effectivement l'infirmier, on dirait, on sent qu'il a réfléchi à ça. D'ailleurs, juste avant, ils ont parlé d'autre chose et c'est plutôt lui qui était pris en défaut. Parce que de quelle scène tu parles ? Je parle de la scène où il va lui dire, mais vous savez, tu sais, t'as jamais pensé à ça, mais les homosexuels, quand il y a la prostate, ils vont perdre aussi ça. Et elle dit, mais j'avais jamais pensé. Bref. Et juste avant, c'était un peu le contraire, puisque lui s'approche d'un homme qu'il a donc rencontré sur un bateau. C'est Björn. Le fameux psychologue. Et il a vu, il a compris qu'il était malade, etc. Et puis il décide d'être là un peu au petit soin pour lui. Elle lui dit, mais en fait, je t'avais pas dit ça la veille, mais maintenant que j'y ai repensé,
j'ai accepté que tu l'aides plus que, enfin, en allant au-delà de tes prérogatives d'infirmier, même si ça avait été une femme, je te l'aurais pas permis, enfin, je t'aurais alerté là-dessus. Et c'est lui qui, voilà. Et je trouve ce qui est très beau, c'est tous ces moments où des personnages, on dirait, croient ensemble, enfin, croient au sens de croissance, quoi. Ils apprennent des choses les uns des autres. Toutes les discussions sont, ont du poids, font avancer non seulement l'histoire, mais leur vie, quoi. Et c'est ça qui est très très beau quand dans cette scène-là, il dit, qu'on venait de voir là, dans le lit, etc. Le matin, il lui dit, mais il faut que tu retrouves foi en l'humanité, on peut être gentil, enfin, retrouve foi en la nature humaine. C'est vraiment un film d'une très grande justesse, je trouve. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'irruption, et ce sera encore plus le cas dans Désir, mais aussi d'une part d'inexplicable dans les gestes qu'ont les uns avec les autres. Il y a ce moment très drôle et touchant où l'urologue met une main aux fesses de l'homme du géologue, alors qu'ils se connaissent pas encore très bien. L'un et l'autre savent un peu qu'ils sont en train de se tourner autour, mais c'est vraiment au début. Et donc elle lui met une main aux fesses, qui est sur l'affiche du film, je crois. Et j'aime bien cette idée aussi de dire que hop là, bim, elle attrape. Et qu'il y a aussi une part de choses que les personnages ne comprennent pas tout à fait dans leur propre comportement, et donc qui vont essayer d'élucider au contact d'autres personnages, quoi. Et à mon avis, c'est là aussi où le film, d'une certaine manière, fait un portrait soit de la ville, mais je dirais des circonstances au sens plus large. On se dit que peut-être en gros, qu'est-ce qui explique finalement qu'on tombe amoureux à tel moment, ou qu'on ait ce petit geste en particulier qui nous surprend nous-mêmes? Est-ce que c'est peut-être parce que le décor s'y prêtait, parce que la lumière était magnifique, parce que le panorama, qu'il y avait une bonne odeur? En fait, j'aime beaucoup cette idée de dire que finalement il y a une relation qui est invisible mais cruciale entre un personnage ou un individu et c'est son environnement immédiat, quoi. Et que les échanges entre l'un et l'autre peuvent pas être tout à fait quantifiés. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant que finalement on l'appelle la trilogie d'Oslo, alors que il n'y a rien de techniquement qui impose que ces histoires se passent à Oslo en particulier, même si Amour est peut-être le plus direct là-dessus, puisqu'on parle d'un monument dans la ville qui représente des scènes d'amour, etc. C'est pas l'hôtel de ville ? Je crois que c'est la mairie, oui. Ouais. Je suis allé plusieurs fois à Oslo, je connais bien les lieux. C'est ça. Tu as foulé de tes grands pieds. Et mais finalement, si ça s'était passé ailleurs, ça aurait été probablement totalement différent. Mais parce que, je sais pas, strictement, pas pour des raisons évidentes, mais parce que en fait, il y a quelque chose un peu dans l'air, quoi, qui va influencer à certains moments un peu la façon dont on se comporte. Ça, je trouve ça assez joli. Et finalement, Désir est un peu sur le même... part un peu de cette idée-là, puisque... Je nous lance sur Désir à partir de là. Voilà, c'est nickel. Désir un peu sur cette idée-là, puisque le ramoneur, le brun, celui qui est donc plutôt l'employé, a fait, avant que le film démarre... Quoique on peut se poser la question de si au début on le voit sur un toit, peut-être c'est le jour J, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, a fait un moment hors champ, a couché avec un homme chez qui il travaillait, alors qu'il a a priori aucune attirance pour les hommes, etc. Et on se pose la question, en fait, mais pourquoi, qu'est-ce qui a motivé finalement ce geste? Sauf qu'en fait, c'est pas tout à fait la question que creuse le film, c'est plutôt est-ce qu'il avait le droit de le faire, quelles conséquences ça va avoir, est-ce que ça lui a plu ou pas, pourquoi, comment est-ce que sa femme va accepter ou non cet événement. Et en fait, on peut aussi, d'une certaine manière, mettre ça sur le compte un peu des circonstances, quoi. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui est passé un peu dans l'air. Est-ce que c'était la façon dont l'homme se tenait, quelque chose, voilà. Et j'aime bien cette idée que finalement, les films tournent quand même autour d'un truc un peu inexplicable, qui serait presque un peu magique, quoi. Une espèce de truc un peu saupoudré comme ça dans Oslo, qui serait l'élément infime mais nécessaire pour que toutes ces histoires démarrent, en fait. Oui. Pour finir un peu la cartographie spatiale des trois films, si on pouvait dire que Rêve c'était la verticalité et Amour l'horizontalité, Désir c'est plutôt la profondeur, même dans la mesure où on explore le métier de ramoneur et le film est le seul à se permettre des zooms avant, des zooms arrière, même un travelling compensé à un moment. Et commence comme ça d'ailleurs sur une sorte de long zoom sur un ramoneur en train de monter sur un toit. Et donc, cette sorte de... Maintenant que les relations se sont affinées, développées, qu'on est parents, qu'on a vraiment une vie stable, qu'est-ce qui se passe dans la profondeur des relations, dans les psychés? Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est le plus explicitement travaillé au cadre des trois films, parce qu'il se permet des explorations justement plus...
reste plus en profondeur aussi de la question de la mise en scène, c'est-à-dire quand on déplace la caméra pendant le plan, quand on change le cadrage un petit peu, et aussi quand on joue sur un aspect de froideur. Je pense notamment à toutes les premières discussions entre le brun et sa femme, où sa femme est tout le temps cadrée de façon à ce qu'on ne voit pas son visage. D'abord dans un long plan de dos, où on ne voit que ses cheveux. À un moment, son partenaire se décale, donc la caméra va s'arranger pour le filmer de face, mais presque pour le cadre, elle se retourne de nouveau pour être de nouveau dos à nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette relation qui s'est un peu, pas abîmée, mais en tout cas dont la certitude s'est fragilisée. On sent que même chez la relation de l'homme blond, on n'est plus certain des acquis, de ce qu'on avait construit. Et c'est pas un film où les relations se terminent ou se cassent, mais c'est plus de se questionne. Ouais, on était un peu intermédiaire. C'est ça, s'abîme. Et il y a quelque chose de très beau dans cette idée-là, n'interroger que ce qui se passe hors cadre, hors champ, c'est-à-dire soit des rêves, soit des actes qui ont été commis, j'en parle comme d'un crime, des actions qui ont eu lieu ailleurs. Mais en même temps, c'est l'impact que ça a sur la psyché des personnages, et c'est pour ça qu'on a aussi le plus de cadres avec un seul personnage dans le cadre de tous les autres films, où souvent c'était plutôt copartagé, ou en tout cas il y avait vraiment une idée de dialogue entre deux personnes. Ici, c'est la solitude de chaque individu. Absolument. Et le seul espace dans lequel en fait les individus vont se retrouver, c'est les deux quand ils vont bosser ou quand ils se retrouvent soit sur des toits, soit pour aller se baigner ensemble. C'est le film de l'amitié plus que de la relation aussi. Et le fait que ce soit celui avec le cadre le plus large aussi renforce finalement cette sensation que soit ils sont seuls, soit ils sont chacun d'un bout à l'autre un peu du cadre. Typiquement un des dialogues avec sa femme que t'as décrit. Et moi à mon avis ce film-là, je sais pas si c'est celui que je préfère ou qui m'a le plus touché, mais je pense que c'est le plus riche et le plus précis, rigoureux vraiment en termes de mise en scène, un peu plus rigide aussi peut-être que les autres. Mais je pense qu'il recèle de plein d'idées et c'est là où finalement ça aurait peut-être du sens de le mettre en premier, puisque étant peut-être le plus théorique du point de vue de la mise en scène, il donne un peu les clés de ce que la trilogie essaie d'accomplir, et je pense notamment à ce zoom inaugural qui va comme ça isoler un ramoneur sur un toit, qui je trouve vaut un peu comme une très bonne définition du projet et aussi de la trajectoire des films, c'est-à-dire que là on commence avec une ville qui semble un peu opaque, c'est une espèce de grande masse un petit peu indistincte. Oui, c'est le film où on voit le plus de façades de bâtiments aussi, on voit beaucoup de fenêtres, on s'imagine autant de vie que ces deux personnages. Exactement, et on va plonger sur le ramoneur, d'ailleurs figure assez symboliquement assez intéressante, puisque ils grimpent sur les toits et ils sont reliés par une espèce de petit cordon au décor qu'ils explorent. Donc il y a cette idée finalement qu'il y a un lien un peu ténu mais indispensable avec le monde qui les entoure. Et donc là on rentre vraiment un petit peu par, entre guillemets, la lorgnette, c'est-à-dire le destin vraiment de un seul des personnages dans cette peinture d'Oslo. Et finalement l'exploration va se faire à une échelle de plus en plus grande au fil des films, puisque dans Rêve, il y a cette idée qu'on traverse un peu les quartiers comme ça. Et dans Amour, puisqu'ils sont un peu en périphérie avec dans cette zone atteinte par le ferry. Là, on peut voir un peu plus la ville de loin, de large, avec un moment, un dialogue qui porte là-dessus, où un personnage dit, finalement, la ville, c'est un peu comme une espèce de gigantesque chaudron, qui, je pense, résume très bien l'idée un peu du cinéaste, de dire, c'est là où, voilà, l'intérieur, exactement, il y a de l'ébullition, ça produit, voilà, ça cook des relations. Ouais. Ce qui est beau aussi dans ce film, c'est ce que tu disais, Clément, tout à l'heure, le principe que la scène qui déclenche un peu l'histoire reste invisible. Et de même, ce qui est magnifique, c'est que par le récit qu'en fait au début le personnage du brun, on sait que ça a été, d'ailleurs il le dit, un moment absolument magnifique pour lui, quoi. Et qu'il n'a jamais pensé une seconde à ce que ça puisse avoir toutes les conséquences sur son couple qui seront celles que le film va décrire avec, voilà, c'est parce que son couple vraiment bat de l'aile à cause de ça. Et de même que dans Amour, quand l'urologue couche avec un homme comme ça pris au hasard un peu dans un ferry, c'est un moment on sent très très heureux, et juste après quand les deux personnages discutent, alors il n'y a pas de très profonde déception, mais on sent que le fait de mettre les mots, de comprendre vraiment qui est l'homme avec qui elle a couché, en tout cas l'entendre parler, ça change, c'est comme si ça, a posteriori, ça réécrivait un peu l'histoire. Et là c'est la même chose, et lui il va finir par regretter, il le dira comme ça, ce qu'il a fait, alors que
et son ami, tu as tout à fait raison Loïc de dire que c'est un film sur l'amitié beaucoup plus que les autres. C'est vrai que cette relation-là, elle est très très belle. Quand il lui dira mais souviens-toi les mots que t'as employés, tu disais que c'était sensationnel, c'était magnifique, et on dirait que ce qui est beau c'est que l'ami est vraiment le dépositaire de la mémoire de l'homme d'avant quoi. Et et je trouve que dans ce film-là c'est pour ça aussi que non, il y a deux choses. Il y a l'un des éléments qui fait que, à mon avis, Rêve est un peu différent des autres, mais c'est pas forcément là quelque chose qui le diminue. De mon point de vue, ça m'intéressait moins, mais c'est que le thème, on pourrait dire, qui rend, je trouve, ces films très contemporains du genre, de l'homosexualité, dans Rêve, très ouvertement, est éliminé. À un moment donné, le personnage quelqu'un dit « Ah, mais est-ce que ça rentre en compte, en fait, ce soit une relation lesbienne potentielle ?» Non, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Alors que dans tous les deux autres films, c'est quelque chose de central. En fait, réfléchir aux relations humaines, en général, mais aussi avec ce regard-là très attentif sur la réalité des vies d'homosexuels en fonction des manières de concevoir les relations, qu'est-ce qu'on recherche, etc. Et dans Désir, c'est aussi très très beau. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le personnage de l'ami, donc le patron, le blond là, que j'ai trouvé vraiment magnifique, et je pense que c'est la première fois que... Comment dire, moi je suis complètement athée, mais je suis très touché par la vie de ce chrétien qui n'ose pas dire, on sent que pour lui, être chrétien dans la Norvège des années du 21e siècle, ça pose un peu problème parce que c'est un peu honteux, quoi. Et lui, c'est un homme tout à fait droit, très digne, qui a des valeurs morales très claires et qui reprochera par exemple à son ami d'avoir trompé sa femme, en fait, mais sans lui non plus lui jeter la pierre. Et je trouvais que c'était vraiment très beau de mettre comme ça en scène un personnage un homme croyant, complexe, qui a du mal à avouer cette chose-là. C'est vraiment l'inverse, et je pense que c'est tout à fait vrai aujourd'hui. C'est l'inverse d'il y a, je sais pas, 50 ans où qui n'est pas chrétien, c'était persécuté, en tout cas désigné, montré du doigt, etc. Et aujourd'hui, je trouve que c'est juste de dire, c'est pas simple d'être croyant dans tous les milieux. Et ça m'a vraiment touché de le voir lui comme ça. Voilà. Est-ce que tu pries Dieu depuis ouais, moi j'ai uniquement le Dieu là. David Bowie. Mais non, en haut des escaliers là. Oui, bien sûr. C'est ça. Tu veux ajouter un truc ou... Non, justement, je voulais dire que. Moi j'ai pas fini en fait parce que bim. Non mais parce que je trouvais ce que on a parlé tout à l'heure de la douceur des films, et celui-là déroge pas à la règle dans le sens de l'empathie qu'on sent de la part du cinéaste pour chacun des personnages, et la façon dont la mise en scène ne va jamais brusquer, aller chercher l'émotion, etc. Mais je trouve qu'il est particulièrement attentif à tous les petits moments révélateurs, et à mon avis, on pourrait vraiment étudier un peu les scènes entre le ramoneur qui a couché avec un homme et sa femme, qui sont, je pense, du point de vue vraiment de la précision du découpage assez impressionnante. Le moment où on passe d'un plan à l'autre, c'est-à-dire quel argument fait pivoter un peu l'axe entre eux deux. Il y a ce truc très beau, on le voit dans la bande-annonce où... donc dans la première discussion, ils sont de part et d'autre du cadre avec une espèce de fenêtre, de grand vide au milieu. Finalement, les axes les rapprochent un petit peu, et au dernier moment, la caméra était en fait pile poil bien placée pour capter la façon dont les mains se touchent à peine, et donc ensuite laisser le ramoneur tout seul. Et il y a plein de jeux là-dessus, je trouve vraiment très très beau, et qui montrent un peu l'étendue de la compréhension aussi de la psychologie des personnages de la part de la mise en scène. Il y a un moment... il y a deux moments que je trouve plus ou moins discrets, mais très beaux là-dessus. Un moment où ils discutent pendant qu'ils coupent des rosiers dans le jardin, et à un moment précis de la discussion, les enfants apparaissent en arrière-plan, et on comprend tout de suite le poids que ça pèse dans la dissolution du couple, puisqu'en fait, si le couple se sépare, c'est aussi la famille qui se brise en partie. Et il y a ensuite un autre moment... qui est un plan qu'on voit aussi dans la bande-annonce, qui est pour le coup plus marqué, c'est ce travelling compensé, où le ramoneur est assis sur un peu la place près de l'hôtel de ville, justement, je pense, qu'on voit dans Amour, et un couple arrive du fond du plan et vient le voir, parce qu'apparemment il y a une sorte de tradition où ça porte bonheur de voir un ramoneur le jour de son mariage. Bon, c'est ça. Les Norvégiens sauront. Et donc il y a un travelling compensé, donc il y a cet effet qui fait qu'on a l'impression que la profondeur du plan se rapproche, qui est un peu spectaculaire par rapport au régime du film, mais à mon avis très beau dans l'idée que finalement lui à ce moment-là est en train de penser à son propre mariage à lui, qui est peut-être plus près de la fin que du début, contrairement à celui des gens, et que donc la compression de l'espace vaut comme compression temporelle, et donc on rentre un petit peu dans son esprit par ce procédé. Et à mon avis, et après je vous laisse tranquille, mais... et en fait ça rejoint aussi à mon avis ce qui est très beau, c'est-à-dire
cette idée un peu de la circulation, quoi, que finalement les affects du couple en train de sortir, qui vient de se marier, vont résonner d'une manière plus ou moins inattendue avec celle du ramoneur à côté. Le premier plan du film est un petit peu... Enfin, pas le premier plan, pardon, mais le plan qu'on voit là, qui est ce long plan de discussion qui dure, je crois, une dizaine de minutes. Le film, d'ailleurs, est le plus radical là-dessus, c'est-à-dire sur la durée vraiment des plans, des séquences de dialogue exclusivement, presque. Où on est d'abord sur le blond, ensuite la caméra va lentement le mettre en périphérie, puis l'évacuer du cadre. On passe sur le deuxième personnage qui raconte son expérience, avec finalement cette idée que dans ce mouvement de caméra, qui effectivement peut être un peu peut-être, je sais pas théâtral, mais on va dire démonstratif. Ouais, on sent que la caméra, qu'il y a quelque chose. Après, je trouve que c'est suffisamment long pour qu'on on replonge à chaque fois dans le dialogue et qu'on soit pas mais c'est vrai distrait, que le mouvement de caméra est plutôt rapide, mais ensuite s'installe un nouveau plan dans lequel vraiment on passe du temps, quoi. Exactement. Mais finalement, le fait qu'on sente ce déplacement raconte aussi l'idée un peu sous-jacente qui serait que le personnage blond a eu l'intuition d'une part un peu cachée de lui et que l'autre a agi directement, quoi. Et donc finalement c'est un peu un même désir qui a transité finalement de l'un à l'autre. En plus, si je me trompe pas, au moment du troisième cadre et que le moment où le brun part, il reste que le reflet du blond dans la vitre. Oui, il y a un truc avec le reflet, exactement, et avec en plus en arrière-plan le passage des voitures sur un axe de circulation qui à la fois raconte cette idée de circulation, c'est-à-dire que tous les désirs mijotent, pour reprendre le chaudron, tous un peu ensemble, et sont un peu indexés sur le mouvement général, un peu indicible de la ville elle-même, quoi. Donc le film me semble aussi très beau là-dessus.